Mesdames, Messieurs, merci tout d'abord aux organisateurs de nous donner la voix et aux auditrices et auditeurs pour leur écoute. Alors cette présentation, co-construite avec Loïc Derive, vise à présenter un dispositif qui repose sur la pédagogie du débat en classe, dont les fondements théoriques qui le légitiment reposent sur un dialogue entre la pédagogie frérienne et la démarche ergologique. Alors qu'est-ce que la démarche ergologique? Fondée il y a une quarantaine d'années par le philosophe Yves Schwartz, la démarche ergologique regarde toute activité humaine comme potentielle matrice de savoir. Ainsi, l'homme en situation de travail ne fait pas qu'exécuter des tâches, il produit aussi des savoirs. La démarche ergologique organise ensuite la confrontation entre ces savoirs de l'activité, donc ceux produits par le travailleur, et les savoirs formalisés, les process de l'entreprise, les règlements intérieurs, mais aussi les savoirs du métier et tout ce qu'on sait sur le métier et qui a fait ses preuves. L'objectif est double, développer les savoirs nouveaux et transformer les pratiques sociales. Alors, quelle cohérence avec l'axe de l'atelier sur l'éducation non formelle? On propose bien un dispositif non formel qui allie les visées émancipatrices en concordance avec la pédagogie frérienne et l'approche anthropologique de l'activité humaine telle que revendiquée par la démarche ergologique. Le tout s'inscrit dans les instructions officielles des programmes d'EMC, enseignement moral et civique, qui remplace l'éducation civique en école, collège, et le CJC, éducation civique, juridique et sociale en lycée, en juin 2015, au lendemain des attentats parisiens. Alors certes, le projet de ces nouveaux programmes était déjà dans les tuyaux, mais les attentats ont accéléré la diffusion et la réécriture de ces programmes avec l'enjeu de contribuer encore plus fortement à la lutte contre toutes les formes de radicalisation. Donc on s'inscrit là dans le cadre de la promotion des valeurs de la République, dans une visée, et c'est tout de même assez rare pour être signalé, qui se veut développementale. En effet, plutôt que de les présenter comme une contrainte extérieure qui vient s'appliquer à tous, et notamment aux élèves, l'idée était de poser les valeurs républicaines de façon à ce qu'elles deviennent des valeurs désirables pour l'élève. Donc l'EMC devait permettre à chaque élève de construire librement son jugement, notamment par la pratique des débats et de l'argumentation. L'hypothèse que nous formulons, c'est que pour transformer l'école, cela passe peut-être par des dispositifs non formels, mais qui se déploient à l'intérieur du système formel, soit dans du déjà là. Trois parties de notre présentation, une entrée plus théorique, des éléments sur ce dispositif de débat en classe et des résultats de recherche sur l'impact de la mise en œuvre de ce débat en classe sur la professionnalité enseignante. Alors, pour préciser le rapprochement, la démarche ergologique revendique un regard anthropologique sur l'activité humaine. Si elle porte sur toute forme d'activité humaine, notamment sur également l'élève en situation d'apprentissage, elle cible en particulier, le travail, avec l'enjeu de produire de la connaissance sur le travail et concomitamment de le transformer. Alors, des éléments, quelques repères, lorsque le travail semble avoir un contenu pauvre ou répétitif, le travail sollicite malgré tout toujours la subjectivité de celui qui est appelé à le mettre en œuvre. Or, si l'on considère qu'un certain nombre de situations de travail sont aliénantes, c'est parce qu'elles portent atteinte à ce que l'être humain met en jeu subjectivement dans son activité, et spécifiquement donc au travail. Donc traiter le travailleur comme une machine, c'est une violence symbolique, précisément parce que c'est la négation de ce que signifie anthropologiquement travailler, c'est-à-dire que le travail humain relève d'abord d'un rapport au monde. Il met à l'épreuve non seulement l'intelligence humaine, là on est sur le socle des savoirs, mais également un point de vue de vivant qui se réalise dans ces rapports, dans ces micro-choix, et plus particulièrement dans ce qui fait valeur pour le travailleur. Ce qui nous amène à dire que travailler, c'est vivre. Donc en résumé, l'être humain produit et se produit lui-même en travaillant. En conséquence, on pourrait dire que toute action, toute ambition de produire des connaissances sur le travail
par exemple pour l'organiser, l'encadrer, l'évaluer, suppose d'associer le point de vue de l'activité. Donc on parle ici d'un point de vue au sens fort du terme, hein, pas une simple opinion, c'est bien ce qui guide l'action de la personne, ce qui lui permet de garder un cap dans l'agir en s'appuyant sur ces normes et valeurs. C'est très précisément ce que nous allons chercher à faire émerger dans la pratique du débat en classe. Qu'est-ce qui guide le point de vue? Qu'est-ce qui fait valeur pour la personne dans ses choix? Donc dans une perspective ergologique, la personne qui travaille n'est pas une ressource humaine, au sens où elle serait juste une solution à un problème. Elle a des ressources et elle les mobilise selon son propre jugement, une fois qu'elle a fait sien le problème qu'on lui pose. C'est ce qu'on appelle dans la démarche ergologique le processus de renormalisation qui traduit le fait qu'un travailleur a besoin de s'éprouver à l'origine de ce qu'il fait et non pas être agi par un autre. C'est ce qui amènera d'ailleurs, c'est ce qui avait amené Canguilhem à dire que tout homme veut être sujet de ses normes. D'ailleurs, Yves Schwartz rappelle cette phrase d'un travailleur que jamais un ouvrier ne reste devant sa machine en disant « je fais ce qu'on me dit ». Donc l'auteur de cette phrase, donc un ouvrier au travail, résumait très très bien à son insu les deux caractéristiques de toute activité humaine. Dans un premier temps, il y a assujettement, ici il y a une machine qu'il faut prendre en compte, et une étape de subjectivation dans un second temps, lorsqu'il y a reprise d'initiative. Notre ambition, dans ce modèle du débat en classe, c'est d'aller chercher ces deux manières d'aborder la réalité, donc l'assujettement et la prise d'initiative. C'est ce que nous souhaitons mettre au cœur du débat en classe. Alors, la démarche ergonomique reconnaît l'activité humaine aussi bien dans l'apprentissage que dans l'acte de production. Donc il s'agit toujours d'une confrontation au monde, comme on l'a évoqué, un monde que le sujet doit prendre en compte pour ensuite tenter de reprendre le dessus, donc de se retrouver pilote de sa propre vie. C'est à cette condition que la personne s'approprie un savoir. Il faut qu'il devienne son savoir, comme s'il venait de lui. La conséquence directe, elle est bien là, c'est qu'un élève, par exemple, peut très bien comprendre la logique d'un raisonnement, donc saisir la relation entre les choses, qui est un écho, qui est sans doute consubstantiel du modèle que propose l'école française, qui est quand même fortement centré sur les savoirs encyclopédiques. Donc un élève peut très bien comprendre la logique d'un raisonnement, donc une relation entre les choses, sans pour autant établir un lien personnel, soit une relation à l'objet savoir. Cette relation entre relève du cognitif, mais la relation à est plus difficile à mobiliser, parce que c'est le sujet dans sa relation aux autres et à lui-même qui est interpellé. Or, pour rejoindre l'apprenant sur ce terrain de la relation à, il faut retrouver l'ancrage dans son expérience de la vie réelle, ce que Yves Schwartz appelle l'adhérence, nous y reviendrons tout à l'heure, un concept dont nous pensons Confrère a eu l'intuition. Le débat va chercher à accrocher cela. Quelle est la relation qu'entretient l'élève avec une situation? Quelles sont les valeurs en jeu? Et ces valeurs en jeu, l'idée c'est bien de les faire émerger et de les mettre en débat. Donc l'enjeu de ce dispositif, c'est bien d'essayer de neutraliser un peu tous ces discours de portée générale. Les valeurs de la République, c'est bien des discours où on va chercher à catégoriser, modéliser, systématiser, mais sans jamais s'inscrire dans ce qui fait valeur pour les uns et les autres, ici en l'occurrence les élèves. Donc il y a cette forme de connaissance, c'est celle qui revient et qui fait le point de jonction, nous le verrons, entre Paulo Freire et Yves Schwartz, et la démarche ergologique, et Yves Schwartz l'appelle d'ailleurs l'adhérence, ce rapport au monde vécu, l'expérience partagée. Donc le débat en classe vise comme centre de gravité le milieu de vie de l'élève. C'est-à-dire que ce qu'on va chercher à atteindre, c'est non pas des valeurs explicitées comme on l'a souvent fait, parce que ça amène les élèves à dire « j'ai compris les choses », mais en revanche, je fais quand même ce que je veux. Donc l'idée, c'est bien d'aller vers ce qu'on appelle le milieu de vie de l'élève, qui est le centre de gravité de ce dispositif de débat en classe. Le milieu de vie de l'élève, c'est qu'est-ce qui fait valeur pour l'élève dans une situation, et c'est à partir de là, dans cette relation qu'a construit un élève dans et avec une situation,
que le débat doit avoir lieu, changement de perspective qui met en difficulté les enseignants, nous le verrons. Alors le point de jonction, c'est bien cette adhérence dont on parlait, et le corps est présent. Alors c'est intéressant parce qu'on trouve des notions comme le corps conscient, chez Paulo Freire, et le corps participe toujours au débat sur la connaissance du monde. Il y a peut-être un impensé dans l'école française où on éteint le corps avec cette hypothèse que le corps est un frein à l'apprentissage et que libéré de son corps, l'intelligence peut se déployer. Or, il y a un contresens anthropologique à penser qu'on livre à l'élève des connaissances toutes faites. Freire pose la réalité, c'est comme ça qu'il aborde l'apprentissage, selon nous. Freire pose la réalité comme un problème, une réalité, qui nécessite de la part de l'apprenant un débat norme. Ce n'est pas un donné, c'est toujours un construit qui nécessite que la relation, que la réalité soit toujours retravaillée par la personne en situation. Donc le corps conscient traduit cette attirance de Paulo Freire vers d'autres savoirs que ceux académiques et qui sont investis dans l'expérience de vivant des apprenants. Et d'ailleurs, cette notion de corps conscient, Paulo Freire le résume, le définit en ces mots, un corps conscient capable de capter, d'apprendre, de transformer, de créer de la beauté, et non un corps espace vide destiné à être rempli par les contenus. Donc l'apprenant, dans cette approche, n'est pas uniquement un être cognitif, c'est bien à travers le corps que s'exprime une personnalité, une histoire, une réalité sociale, culturelle, et impossible de former l'apprenant en ignorant cette dimension fondamentale de l'acte d'apprendre. On retrouve la même préoccupation sous la dénomination de corps-soi dans la démarche ergologique, et je définis, que Yves Schwartz définit par un corps-soi qui négocie, incorpore des repères, des valeurs, et qui est toujours un corps propre pris dans l'axe d'une biographie particulière. Donc la posture de l'enseignant, si elle se veut centrée sur cette dimension du corps, se rapproche un peu de celle d'un anthropologue, pour qui la découverte de l'expérience de vie de l'élève est significative pour Freire, tout comme l'expérience de travail est significative de l'ouvrier à la chaîne pour Yves Schwartz. Notre débat en classe, tel qu'initié, va chercher à positionner avec ce niveau de granularité l'expérience de vie pour ensuite y relier, y affilier, y agréger des connaissances qui ont, s'agissant des valeurs de la République, l'objectif de transformer des comportements et de les appuyer sur un socle de valeurs reconnues par tous. Et un changement dans les comportements pérennes. Alors, le dispositif maintenant, de quoi s'agit-il? Alors, juste un élément de problématisation, la revue de littérature, dont je ne vais pas décrire plus ici, nous amène à des questionnements complexes. Est-ce qu'on peut scolariser le développement personnel de l'élève? Le développement personnel pris sous l'angle de l'émancipation. Est-ce qu'on peut scolariser son apprentissage citoyen? Sans rentrer plus dans les détails, deux sources qui font référence, me semble-t-il, la question du métier d'élève, les élèves suivent des consignes données et s'acquittent de leur attribution, c'est intéressant, et d'ailleurs ça amène très souvent à des remarques en salle de prof dans les établissements scolaires, où en faisant le point d'élèves brillants scolairement, on finit par un bémol en disant oui mais quand même il a de super bonnes notes, mais il est trop scolaire, donc ça dit quelque chose. Et ensuite les travaux de Rayoun, notamment ceux qui portent sur une implication toute superficielle des lycéens en cours de philosophie, qui se cantonne à une forme de moratoire intellectuel, c'est-à-dire qu'ils disent dans leur copie de philosophie que ce qu'ils pensent que l'enseignant attend d'eux. Donc là, la philosophie n'est plus un précieux médiateur pour produire ce développement personnel. Alors, ça nous amène à notre enseignement et le dispositif, quelques repères. Alors, on a fait là un parallèle entre le dispositif construit du débat en classe, sur la première colonne, et les liens avec l'approche ergologique et la pédagogie freirienne. Alors, on ne rentrera pas trop dans les détails. On retrouve
l'importance de faire émerger des situations de vie ayant impliqué l'élève. Et là, on est vraiment dans cette volonté de chercher l'adhérence, hein, et on va demander aux élèves de réaliser un croquis d'une situation, et on peut faire le lien avec la pédagogie frérienne dans le champ de l'alphabétisation, hein, lorsqu'il évoque se relever par enquête de l'univers vocabulaire. Donc on sait tous, les éducateurs qui allaient dans les favelas, entre autres, et qui recueillaient des mots issus de l'environnement de vie des adultes apprenants. Un deuxième repère, c'est la présentation par l'élève de ce croquis réalisé, donc d'une situation vécue. Là, on serait plutôt en désadhérence, on s'éloigne un petit peu du vécu. Pour autant, l'enjeu, c'est bien de se conscientiser, et on retrouve le lien avec se conscientiser pour s'alphabétiser. On ne peut pas apprendre autrement qu'en interrogeant le rapport au monde. C'est bien ce qu'on cherche à faire émerger chez les élèves. Et un troisième repère, ensuite, c'est le débat à proprement parler. On va faire débattre les élèves, faire émerger des normes, des débats de normes, des débats sur les valeurs. Et l'enjeu, c'est bien de se situer à ce niveau de granularité de l'expérience vécue, et on peut faire un lien avec le processus réel d'alphabétisation où les éducateurs reprennent, réutilisent les mots du vocabulaire issu de l'environnement de vie des apprenants adultes, avec non pas uniquement une préoccupation de les collecter, il ne s'agit pas juste de passer un mot d'un univers à un autre pour qu'il fasse apprentissage, ça Paulo Freire l'avait bien compris, mais c'est bien, à travers ce travail, d'interroger la relation de l'apprenant à ces mots. C'était ce qui devait soutenir l'apprentissage des adultes apprenants. C'est ce que nous cherchons à faire dans la pédagogie du débat, à travers un vécu par l'élève, donc faire émerger les valeurs en jeu dans une situation pour ensuite asseoir des apprentissages, notamment dans le domaine de la citoyenneté. Alors, pour cela, on a créé ce dispositif en 5 étapes. Hein. L'étape 1, enquête de situation vécue par les élèves. Ensuite, étape 2, on choisit une situation, donc un élève. Hein. À partir de là, on réalise un croquis de la situation, je reviens tout à l'heure. Ensuite, le débat, hein, à proprement parler, étape 4, et un feedback que l'enseignant réalise à l'issue de ce débat en classe. Ce qui est très important, c'est qu'on a tenu à l'écart, tout en tenant ensemble, la description de faits, hein, des anecdotes, voilà ce que l'élève a vécu, ce qu'on pense que l'école neutralise très souvent parce que focalisé sur la relation entre les objets, focalisé sur des savoirs à transmettre. Hein. Très souvent, on chasse les paraphrases, on chasse les anecdotes, on chasse la description pour tomber dans l'analyse. Là, et fort de l'expérience frérienne, l'importance de donner de l'espace aux faits nous paraît centrale. Ensuite, on est bien ici dans une dynamique d'adhérence, c'est-à-dire qu'on cherche bien, on est bien dans une logique anthropocentrée où on cherche à chercher ce qui est en jeu dans une situation. Le croquis, l'élève le présente, hein, donc je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais l'enjeu, là encore, c'est de garder l'élève en adhérence, un enjeu fort, et l'élève va décrire ensuite, en projetant ce croquis, décrire la situation, et nous reviendrons systématiquement aux faits. Et ces faits, c'est bien pour saisir ces arbitrages au moment de la situation. Alors, se greffe là-dessus, bien évidemment, un dispositif de recueil de données, notamment un travail avec 3 enseignants, un débat animé par chaque enseignant par trimestre, hein, donc un débat par trimestre, enregistré. On a ensuite réalisé une autoconfrontation simple, c'est l'enseignant avec le chercheur qui documente en quelque sorte le vécu, hein, et ensuite une autoconfrontation croisée, ce sont les enseignants qui se réunissent ensemble avec le chercheur et qui analysent les vidéos.
Donc, ce dispositif, pour résumer un petit peu, on a bien un dispositif pédagogique d'un côté, l'élève confronté à son vécu singulier, hein, en cherchant ce développement moral, hein, pour rester en concordance avec les textes, hein, sous l'angle émancipatoire, et d'un autre côté, le dispositif scientifique des enseignants confrontés à leur vécu, hein, du débat en classe, et là, on va s'interroger sur le développement professionnel de ces derniers. Alors, que produit ce dispositif? Alors, on va voir d'une manière un petit peu plus proche. Donc, voilà quelques données de recherche qui émergent. Alors, euh, voilà Clarisse qui, au démarrage de l'expérience, nous dit voilà, oulala, alors là, ça faisait un moment qu'on discutait. Et là, il faut des concepts, il faut un moment synthétisé. Donc, vous imaginez, après 20 minutes de débat, l'enseignant éprouve ce besoin d'apporter des savoirs, relations entre. Là, je me dis, c'est bon, on a fait émerger des choses dont on peut se resservir ou dont on peut faire des traces ou qu'on peut réexploiter ensuite en classe en sortant de la situation. Là, je me dis, on met tout ça ensemble. Donc on voit ici que on est bien dans une forme de relation entre. Ce qui est intéressant, c'est que ce moment où l'enseignant se sent en détresse, ça y est, maintenant il faut conceptualiser, modéliser, faire un rapprochement entre le vécu et les savoirs à transmettre, c'est ensuite documenté lors des autoconfrontations croisées. D'abord, émerveillement, Evelyne, waouh, chapeau, Noé, waouh, super, vraiment, bah, moi je suis pas capable de faire ça. Et Clarisse de reprendre, bah oui, c'était mon objectif. Je me suis vraiment dit comment j'allais relier toutes ces situations avec des concepts. On est bien là dans une relation entre. Mais le travail va évoluer, va avancer, et à un moment, on va arriver à une bascule, une prise de conscience des enseignants. Au fond, Noé va dire, au fond, est-ce qu'on ne se retrouve pas là un peu dans une situation presque classique de cours? En fait, où on est parti d'une étude de cas à une mise en perspective à la fin. Et c'est vrai, on a tous réagi positivement en voyant cela. Parce que tout de suite, on retrouve nos repères d'enseignants. Et il rajoute bah, les mots, les concepts. Et donc, c'est une forme un peu plus académique des savoirs. Hein, ça plaît à l'enseignant. Et le collègue de rajouter, je m'interroge tout de même si cet objectif n'est pas caduque. Est-ce que le savoir ne doit pas être un peu plus dilué tout au long du débat et à ce moment-là être un peu plus émietté? Donc oui, avec ce risque-là aussi d'émiettement, et à ce moment-là, cela n'apparaît pas comme une forme de savoir pour les élèves. Donc on voit que là, le point de vue avance, on commence à se rendre compte que finalement il y a instrumentalisation du vécu de l'élève, et c'est ce qui est très très bien résumé ici par Noé, d'où la critique des collègues, de prendre comme point de départ des situations réelles des élèves pour débattre, ça ne marche pas. Ils utilisent ce matériau comme on pourrait utiliser un bouquin ou autre. C'est un prétexte pour faire court. Donc voilà bien une prise de conscience qu'on ne peut pas instrumentaliser le vécu de l'élève, et je défends l'idée que le vécu de l'élève n'est pas un matériau scolaire comme un autre. Et donc ce milieu de vie fait problème. On voit les enseignants sont en difficulté. Ah, je bloque, j'en fais rien de ce vécu d'élève. Je passe directement à autre chose. Je suis plus terre à terre. Ça me passe au-dessus. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui échappe à l'école et qui est pourtant essentiel dans l'acte d'apprendre. Progressivement, on va entrer dans la complexité de ce que recouvre cette parole d'élève. C'est hyper compliqué, c'est pas classique, c'est presque un autre métier. Est-ce qu'on franchit le Rubicon ou pas? Et donc la recherche, et je terminerai là-dessus, on va repérer un obstacle de professionnalité. C'est-à-dire qu'on se rend compte que former les élèves à un développement moral, c'est une pratique contre-intuitive d'un point de vue professionnel. Dit autrement, si on utilise des gestes du métier qui ont fait leurs preuves dans un contexte de transmission de savoir scolaire, si on les réutilise et les retranspose mécaniquement dans la pratique du débat en classe, eh bien on freine, on crispe le développement personnel de l'élève. Et donc là, il y a un impensé et une remise en cause forte de la professionnalité enseignante, puisqu'on on dit assez facilement que les enseignants doivent transmettre les valeurs de la République, et en réalité se loge là un impensé, une logique qui, au contraire, est contre-intuitive. Je terminerai avec quelques références qui peuvent être mobilisées pour poursuivre la réflexion.
Je vous remercie de votre attention.